On dit que la première pierre posée définit la forme de la maison. J'ai posé chaque pierre de notre entreprise familiale avec des mains calleuses et des nuits blanches. Tandis que mes amis découvrirent le monde, j'apprenais les marges bénéficiaires, la logistique et la confiance, surtout la confiance. Mes parents me disaient que c'était temporaire, qu'un jour tout serait à moi. Je les croyais. Ou peut-être avais-je simplement besoin d'y croire. Je m'appelle Élodie Mercier. À 22 ans, alors que mes camarades de la Sorbonne partaient explorer les plages de Biarritz ou les cafés de Montmartre, je passais mes journées dans l'arrière-boutique de la Maison Mercier, notre pâtisserie familiale dans le 7e arrondissement de Paris. Ce n'était qu'un petit local à l'époque, coincé entre une librairie vieillissante et un fleuriste. Mais papa répétait toujours « Les bonnes choses prennent de la place dans le cœur avant d'en prendre dans la rue ». Chaque matin, à 4 heures, j'ouvrais la porte de service, l'odeur de levure et de beurre imprégnant déjà l'air. Je préparais les fours, pesais la farine, surveillais les températures. Mes parents arrivaient 1 heure plus tard, et nous dansions cette chorégraphie bien rodée, lui aux viennoiseries, maman aux tartes, moi jonglant entre la caisse, les commandes spéciales et les livraisons pour les hôtels du quartier. J'observais ma sœur, Clara, grandir avec un ensemble de règles différentes. Cours de danse à l'Opéra Garnier, programme d'échange à Barcelone, soirée tardive au bord de la Seine dont elle n'avait jamais à nettoyer les traces. On disait qu'elle avait un esprit brillant, qu'elle était créative, visionnaire. Je ne lui en voulais pas vraiment. Je pensais simplement que nous avions des chemins différents. J'étais la bâtisseuse, elle était la rêveuse. Clara passait parfois à la boutique, ses cahiers de croquis sous le bras, parlant d'une nouvelle tendance culinaire découverte lors d'un brunch à Saint-Germain-des-Prés. Elle suggérait des saveurs exotiques, des présentations avant-gardistes. « On pourrait faire des éclairs au matcha », disait-elle. « C'est l'avenir, tu verras. » Elle repartait aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle des idées que je transformais en réalité, sans que son nom n'apparaisse jamais sur les étiquettes. Pendant 7 ans, j'ai appris chaque recette, mémorisé chaque fournisseur, souri à chaque client même, lorsque mes pieds hurlèrent de douleur après 12 heures debout. J'ai négocié notre premier prêt bancaire à la Société Générale pour acquérir le local voisin. J'ai géré la rénovation, trouvé les artisans, sélectionné les nouveaux employés. Le jour où nous avons ouvert notre 2e boutique près du Luxembourg, mes parents m'ont offert une montre. Clara a reçu un voyage à Tokyo pour s'inspirer. Les années passaient, et la Maison Mercier devenait une référence dans les guides gastronomiques. Nos macarons étaient expédiés jusqu'à New York et Dubaï. Nous avions ouvert 4 boutiques dans Paris, et je dormais avec mon téléphone, prête à répondre à n'importe quelle urgence nocturne. Une livraison manquante pour le Ritz, un réfrigérateur en panne à Saint-Honoré, un employé malade qu'il fallait remplacer au pied levé. Un soir de décembre, alors que les lumières de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées, mes parents m'ont appelé dans leur appartement de la rue de Varennes. Ils avaient préparé un dîner aux chandelles, sorti la porcelaine de Limoges et le champagne que nous réservions pour les grandes occasions. « C'est le moment de penser à l'avenir », a dit mon père en me servant un verre de Bollinger. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Enfin, pensais-je. J'avais préparé mon argumentaire, ma feuille de route, mes chiffres. J'allais leur parler de ma vision d'expansion nationale, des recettes sans gluten que j'avais développées, des cours de pâtisserie en ligne que je voulais lancer. Mais quand je suis entrée dans cette pièce, je n'ai trouvé que le silence et une seule phrase. « Tu l'as construite, mais Clara est l'avenir. » Ma mère a sorti une brochure d'une école de management international. Clara y avait été acceptée dans un programme spécial pour entrepreneurs créatifs. Son projet de fin d'études ? Transformer la Maison Mercier en marque globale avec des concepts de boutiques éphémères et une gamme de produits préemballés pour les épiceries fines. Elle a la vision qu'il nous faut pour le prochain chapitre, a expliqué mon père. Tu as fait un travail remarquable, ma chérie. Vraiment remarquable. Tu seras toujours le pilier de l'entreprise. Mais Clara apportera cette modernité dont nous avons besoin. J'ai regardé le contenu de mon verre, les bulles qui montaient comme autant de rêves évanescents. J'ai senti la main de ma mère se poser sur la mienne. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est pour le bien de l'entreprise. Notre héritage. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Et je n'ai pas dit un mot. Cette nuit-là, je suis entrée dans mon appartement de la rue Oberkampf, un 2 pièces que j'avais à peine eu le temps de décorer en 7 ans. Je me suis assise au bureau qui avait connu chaque version de moi, fatiguée,
pleine d'espoir, furieuse, brisée. J'ai ouvert le tiroir verrouillé et en ai sorti l'enveloppe manille. L'enveloppe était là depuis presque 3 ans. Une intuition peut-être, ou une précaution. On ne grandit pas dans une famille d'entrepreneurs sans apprendre à prévoir les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. À l'intérieur se trouvait chaque signature, chaque faille, chaque clause qu'ils avaient manquée lorsqu'ils avaient laissé une jeune femme de 25 ans aider à rédiger les documents fondateurs de l'entreprise. Moi, la fille pragmatique, celle qu'on envoyait aux réunions d'avocats, parce que Clara avait un vernissage à préparer, ou un week-end à Deauville, qu'elle ne pouvait pas manquer. Je me suis versé un verre de Côte-du-Rhône et j'ai étalé les documents sur la table en bois brut que j'avais acheté aux puces de Saint-Ouen. Premier document, le contrat initial, signé dans l'euphorie de notre première expansion. Mes parents avaient ajouté une clause pour protéger l'entreprise en cas d'incapacité temporaire ou permanente des fondateurs. Ils pensaient à la maladie, à l'âge qui avance. Ils n'avaient donc pas vu que la formulation permettait un transfert de pouvoir basé sur des critères de performance. Deuxième document, l'amendement au statut lorsque nous avions créé notre holding. Clara était en Italie, explorant les gélaterias de Florence pour recherche et développement. J'avais suggéré une simple clause assurant que la direction opérationnelle revienne à la personne ayant maintenu la croissance de l'entreprise pendant 10 trimestres fiscaux consécutifs. Mes parents avaient approuvé sans hésiter, fiers de l'idée que notre entreprise valorise la stabilité et la réussite à long terme. Troisième document, les certificats financiers, trimestre après trimestre, signés par notre comptable, Monsieur Lenoir de la rue de Provence. 11 trimestres de croissance ininterrompue sous ma direction. Un trimestre de plus que nécessaire, juste pour être sûr. J'ai toujours cru en l'équité, mais l'équité avait quitté la pièce bien avant moi. Cette entreprise, je l'avais construite avec chaque respiration, chaque nuit sans sommeil, chaque dispute avec les fournisseurs, chaque solution trouvée quand tout semblait perdu. Elle portait mon empreinte dans chaque recette, chaque procédure, chaque relation client. J'ai passé 2 heures à relire minutieusement chaque page. Pas d'erreur, pas de faille. Mon avocat, Maître Dubois, avait vérifié l'ensemble 3 fois. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes en demi-lune lorsque j'avais demandé cette consultation discrète. « Vous êtes sûre de vouloir garder ceci confidentiel, mademoiselle Mercier ?» avait-il demandé. J'avais simplement hoché la tête. La loyauté familiale m'avait appris à préparer des plans B sans fanfare. J'ai ajouté la lettre notariée préparée la semaine précédente, comme si j'avais senti ce qui allait arriver, et j'ai tout scellé. L'enveloppe ne pesait rien dans mes mains, mais je savais qu'au moment où elle les quitterait, elle ferait trembler le sol sous nos pieds, à tous. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis tenue devant la fenêtre ouverte, écoutant Paris respirer, les derniers métros, les rires des fêtards rentrant des bars de Bastille, le silence cotonneux qui s'installe avant l'aube. J'ai pensé à Clara dans son appartement haussmannien près du Trocadéro, cadeau de nos parents pour ses 25 ans. A-t-elle jamais su ce que c'était que de douter, de craindre l'échec, de porter un nom comme un fardeau plutôt que comme un privilège? Au petit matin, j'ai marché jusqu'au bureau de poste de la République. Le ciel était d'un bleu limpide, comme celui des jours qui changent des vies. J'ai hésité une dernière fois, la main sur l'enveloppe. Était-ce de la trahison ou de la justice, de la vengeance ou de la survie? Le visage de mon père la veille au soir m'est revenu en mémoire, cette façon qu'il avait eue de parler de Clara, les yeux brillants, la voix empreinte de fierté. Avait-il déjà parlé de moi ainsi? Peut-être quand je n'étais pas là pour l'entendre. J'ai posté l'enveloppe. Pas d'adresse de retour. Juste un adieu silencieux à la version de moi qui attendait la permission. En sortant du bureau de poste, j'ai ressenti un mélange étrange de légèreté et de lourdeur. Quelque chose s'était terminé. Quelque chose d'autre commençait. J'ai marché jusqu'à la place des Vosges et me suis assise sur un banc, observant les premières mamans avec leurs poussettes, les joggeurs matinaux, les touristes désorientés consultant leurs plans. La vie continuait, indifférente aux petites morts et renaissances qui se jouaient en silence. Mon téléphone a vibré. Un message de Clara. Trop excitée pour cette nouvelle aventure. Déjeuner cette semaine pour discuter de mes idées. Bisous. Suivi d'un emoji cœur et d'une photo d'un café parisien à la présentation élaborée. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai rangé mon téléphone et me suis dirigée vers notre boutique principale, près du Bon Marché.
Pour la première fois en 7 ans, je suis arrivée après l'ouverture. Les employés m'ont regardée avec surprise lorsque j'ai franchi la porte comme une cliente ordinaire. « Tout va bien, mademoiselle Mercier ?» a demandé Sophie, notre chef pâtissière. « Parfaitement bien », ai-je répondu en accrochant mon manteau. « Des nouveautés aujourd'hui ?»« Les éclairs au matcha que vous aviez demandé il y a 2 semaines, » a-t-elle dit en me tendant une assiette. J'ai pris une bouchée et j'ai souri. « Parfait, mettez-les en vitrine. » Et créditez l'idée à Élodie Mercier, pas à Clara cette fois. Le regard de Sophie s'est éclairé d'une compréhension soudaine. Elle a hoché la tête et s'est mise au travail sans poser de questions. C'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. Cette capacité à sentir quand les vents tournent, sans avoir besoin d'explications. Les premiers jours furent étrangement calmes. Clara continuait de publier des citations inspirantes depuis son stage à Paris. Sur Instagram, elle partageait ses visites dans les pâtisseries concurrentes, qualifiant chaque cliché de « recherche pour l'avenir de la maison Mercier ». Elle avait même commencé à utiliser le hashtag #TassonFutureCEO, sans la moindre trace d'ironie. Mes parents envoyaient leurs habituels messages groupés familiaux, prétendant que rien n'avait changé. Des photos du jardin de notre maison familiale à Fontainebleau, des anecdotes sur les voisins, des questions sur mes projets du week-end, auxquels ils ne s'attendaient pas vraiment à recevoir de réponse. Je me demandais s'ils avaient même remarqué quelque chose. Peut-être pensaient-ils que j'avais avalé leur verdict comme toujours. Je continuais d'aller travailler, de superviser la production, de rencontrer les fournisseurs. J'avais annulé ma présence à la réunion stratégique mensuelle, prétextant une migraine. C'était la première fois en 7 ans que je manquais cette réunion. Ma mère avait envoyé un message inquiet. « Tu es sûre que ça va ? Ce n'est pas ton genre. » J'avais répondu laconiquement « Tout va bien. Besoin de repos. » Le 3e jour, j'ai reçu une invitation à déjeuner de la part d'Antoine Leroy, notre banquier depuis la création de l'entreprise. Il voulait me voir seule, sans mes parents ni Clara. Nous nous sommes retrouvés au café de Flore, où il commandait toujours le même plat, une omelette aux fines herbes avec une salade verte. J'ai reçu une communication inhabituelle. A-t-il commencé, après les politesses d'usage? Un changement dans la structure de gouvernance de la maison Mercier? J'ai pris une gorgée de mon eau pétillante. Les documents ont donc été reçus. Il a incliné légèrement la tête. Puis-je vous demander si vos parents sont au courant? Ils le seront bientôt, ai-je répondu, gardant un visage impassible malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Y a-t-il un problème avec la documentation? Antoine a lissé sa cravate, un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il était mal à l'aise. Aucun problème légal, non. Tout semble parfaitement en ordre. C'est juste inhabituel. Votre père et moi déjeunons ensemble depuis des années. Il n'a jamais mentionné ce changement de direction. Certaines décisions se prennent en silence, Antoine. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il a souri faiblement. Et mademoiselle Clara? Elle était très enthousiaste lors de notre dernière rencontre concernant ses projets d'expansion. Les projets de ma sœur sont toujours les bienvenus, sous la bonne supervision, bien sûr. Le 5e jour, mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros inconnus d'abord, puis des numéros familiers. La voix de mon père a craqué dans le message vocal. « Il faut qu'on parle. Ce n'est pas toi, ça. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Clara m'a envoyé un message vocal de 2 minutes 30. Sa voix oscillant entre l'indignation et l'incrédulité. « Élodie, qu'est-ce que tu as fait? Papa et maman sont dévastés. Ils disent que tu as fait quelque chose avec les documents de l'entreprise? Rappelle-moi immédiatement. Je suis allée travailler comme d'habitude, mais avec une conscience aiguë que quelque chose avait changé. Les employés me regardaient différemment, avec curiosité, avec un nouveau respect peut-être. La rumeur s'était-elle déjà répandue? Sophie m'a apporté un café sans que je le demande. « Vous semblez en avoir besoin aujourd'hui », a-t-elle dit avec un petit sourire complice. J'ai attendu jusqu'au 6e jour, quand un coursier est arrivé à ma porte. Des papiers juridiques, pas les leurs, les miens. Leurs avocats avaient finalement lu ce que j'avais envoyé, finalement remarqué la clause qui transférait silencieusement le contrôle à moi dès que je dépassais 10 trimestres fiscaux consécutifs de profit. Cela s'était produit l'année dernière. Ils l'avaient signé. Ils l'avaient déposé. Ils n'avaient jamais regardé en arrière, jusqu'à maintenant. Le cabinet Moreau & Associés, l'un des plus prestigieux de Paris en droit des affaires, avait envoyé une demande formelle de rencontre. Pas une contestation. Il savait dit que c'était légalement inattaquable,
mais une discussion sur les implications de la réorganisation récente. En langage d'avocat, cela signifiait qu'il cherchait un compromis. Ce soir-là, alors que je préparais un dîner simple, une omelette aux champignons et une salade, mon interphone a sonné. La voix de ma mère, tendue et pressante. « Élodie, c'est nous. Il faut qu'on parle, maintenant. » J'ai hésité, le doigt sur le bouton. Une partie de moi voulait les faire attendre, comme j'avais attendu pendant des années que mon travail soit vraiment reconnu. Mais une autre partie, celle qui avait été élevée pour respecter la famille par-dessus tout, ne pouvait pas les laisser dans la rue. J'ai appuyé sur le bouton. Montaise. J'ai pris quelques secondes pour me regarder dans le miroir de l'entrée. J'avais attaché mes cheveux en un chignon serré, comme toujours lorsque je travaillais. Je les défais, laissant mes boucles brunes tomber sur mes épaules. J'ai retiré mon tablier et j'ai pris une profonde inspiration. Ils sont arrivés sans frapper. Ma mère est entrée la première, les yeux rouges, son ton tremblant entre la trahison et l'incrédulité. Elle portait son tailleur Chanel gris, sa tenue pour les crises et les enterrements. Mon père la suivait, son visage habituellement jovial assombri par une colère contenue. Il arpentait mon petit salon comme un homme essayant de défaire le temps. Clara, cependant, se tenait simplement près de la fenêtre, silencieuse. Elle avait toujours été douée pour attendre que les choses se règlent en sa faveur. Dans mon petit appartement, il semblait déplacé. Trop grand, trop bruyant, trop intrusif. C'était mon espace, celui que j'avais créé loin des attentes familiales. Et soudain, il était envahi. « Comment as-tu pu ?» a demandé ma mère. « Après tout ce que nous t'avons donné ? Vous m'avez donné du travail. » ai-je répondu. « Et vous lui avez donné l'avenir. J'ai juste fait en sorte que le travail ne soit pas gaspillé. » Mon père a frappé du poing sur ma table à manger, faisant trembler les assiettes que j'avais préparées. « Ne joue pas avec les mots. Tu as manipulé les documents, tu nous as piégés. J'ai rédigé des clauses que vous avez lues et signées. » ai-je corrigé calmement. « Tout est parfaitement légal et transparent. Vous ne pouvez pas appeler piège quelque chose qui était sous vos yeux depuis des années. » Clara a finalement parlé. « Ce n'est pas toi, Élodie. » Je l'ai regardée alors, vraiment regardée. Pendant des années, j'avais comblé les lacunes laissées par son absence, réparé ses dégâts, défendu son génie. Je l'avais aimé comme seule une sœur peut le faire. Mais l'amour ne construit pas d'empire. La discipline le fait. La loyauté, la stratégie, les choses qu'il m'avait enseignées tout en la laissant rêver. Non, ai-je dit, c'est exactement qui je suis. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le voir. Ma mère s'est effondrée sur mon canapé, ses mains tremblantes cherchant un mouchoir dans son sac. Tu détruis cette famille. Je sauve notre entreprise, ai-je répliqué. Vos plans pour l'avenir, les idées brillantes mais non testées de Clara, l'expansion internationale sans études de marché, les produits préemballés qui dilueraient notre marque, auraient pu nous coûter tout ce que nous avons construit. « Tu ne sais rien de mes idées !» a crié Clara, sortant enfin de son silence étudié. « Tu n'as jamais essayé de comprendre ma vision. » « Ta vision ?» J'ai ri, un son étrange même à mes propres oreilles. « Ta vision change chaque mois. » En février, c'était des boutiques à New York. En mars, une ligne de cosmétiques à base de pâtisserie. En avril, des ateliers de cuisine virtuelle. Quelle est la vision de mai, Clara ? Dis-moi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son regard s'est tourné vers nos parents, cherchant du soutien comme toujours. « Ce n'est pas juste, » a murmuré mon père. « Nous voulions que vous dirigiez ensemble. Toi pour la stabilité, elle pour l'innovation. » J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas ce que vous avez dit l'autre soir. Vous avez dit qu'elle était l'avenir. » Eh bien, j'ai décidé de créer le mien. Le silence qui a suivi ma déclaration semblait contenir tout le poids de notre histoire familiale. Ma mère a été la première à le briser, sa voix soudain plus calme, presque calculatrice. « Tu ne peux pas diriger la maison Mercier toute seule, Élodie. Tu n'as pas les contacts que nous avons, pas les relations. » J'ai souri légèrement. J'ai rencontré chaque fournisseur, chaque client important, chaque partenaire commercial ces 7 dernières années. Pendant que vous emmeniez Clara au gala et au vernissage, j'étais celle qui négociait les contrats, qui résolvait les crises, qui bâtissait ces relations que vous croyez si précieuses. Mon père s'est avancé, adoptant le ton raisonnable qu'il utilisait avec les clients difficiles. « Écoute, ma chérie, nous comprenons que tu te sentes sous-estimée. Nous pouvons discuter d'un nouveau titre, d'une augmentation,
peut-être même d'un pourcentage plus important des parts. Mais ce que tu as fait, cette manœuvre, ce n'est pas ainsi que fonctionne notre famille. Notre famille, j'ai répété, sentant une colère froide monter en moi. Notre famille fonctionne selon un système de 2 poids, 2 mesures depuis que je suis enfant. Clara reçoit les opportunités, je reçois les responsabilités. Clara fait des erreurs, je les répare. Clara propose des idées, j'en fais des réalités. Et quand vient le moment de décider de l'avenir, c'est elle qui le reçoit sur un plateau d'argent, sans avoir jamais prouvé qu'elle pouvait gérer même une seule journée de vraie opération. Clara s'est détachée de la fenêtre, son visage rougissant sous l'accusation. « Tu crois que c'est facile pour moi ? Vivre dans ton ombre de perfectionniste ? Entendre constamment « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Tu as choisi ce rôle, Élodie. Tu as toujours voulu être la martyre, celle qui sacrifie tout pour l'entreprise. J'ai éclaté de rire. Choisi ? Quand exactement ai-je eu le choix ? À 16 ans, quand papa m'a fait abandonner mes cours de piano parce qu'il avait besoin d'aide à la boutique ? À 18 ans, quand vous avez tous décidé que je n'irais pas étudier à Lyon parce que l'entreprise avait besoin de moi ? Ou peut-être à 22 ans, quand j'ai dû annuler mes vacances avec mes amis parce que Clara avait oublié de commander les ingrédients pour la commande du ministère. Le silence est retombé. Mon père semblait soudain plus vieux, les épaules légèrement voûtées. Ma mère regardait par la fenêtre, évitant mon regard. Clara fixait le sol. Je ne voulais pas en arriver là. Ai-je dit plus doucement. J'ai passé des années à espérer que vous verriez ce que j'apportais, que vous reconnaîtriez ma valeur au-delà des tâches quotidiennes. Mais quand vous avez annoncé que Clara prendrait les rênes, quelque chose s'est brisé en moi. Alors c'est de la vengeance, a murmuré ma mère. Non, ai-je répondu fermement. C'est de la survie. Cette entreprise est autant la mienne que la vôtre. J'y ai mis mon âme. Et je ne vais pas la regarder être démantelée par des rêves sans fondement. Clara a relevé la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Pour la première fois, j'y ai vu autre chose que de la colère, peut-être de la peur, peut-être même une trace de respect réticent. « Que proposes-tu alors ?» a demandé mon père, sa voix fatiguée mais résignée. « Je prends la direction opérationnelle, comme stipulé dans les documents. Clara peut rester impliquée dans l'aspect créatif, si elle le souhaite. Vous deux, vous pouvez conserver vos titres honorifiques et le statut de fondateur. Mais les décisions finales me reviennent. » Ma mère a ouvert son sac à main et en a sorti une flasque miniature. Sans un mot, elle a pris une gorgée avant de la tendre à mon père. Un geste que je ne les avais jamais vus faire. « Et si nous refusons ?» a-t-elle demandé. « Vous ne pouvez pas, » ai-je répondu simplement. Légalement, c'est déjà fait. La question est plutôt, comment voulez-vous que cela se passe ? Une transition publique en douceur ou une bataille qui ternira la réputation que nous avons tous travaillé à construire ? Mon père a pris la flasque et a bu longuement avant de la rendre à ma mère. « Tu as vraiment pensé à tout, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules. J'ai appris des meilleurs. Un silence lourd s'est installé. Le tic-tac de ma pendule semblait battre au rythme des pensées qui tournoyaient dans la pièce. Finalement, Clara a parlé, sa voix étrangement calme. Je pourrais contester cela. Trouver mes propres avocats. Tu pourrais essayer, ai-je reconnu. Mais les documents sont solides. Maître Dubois s'en est assuré. Maître Dubois ? Mon père a presque crié. Notre avocat familial ? Un avocat d'affaires, ai-je corrigé. Qui a agi dans l'intérêt de l'entreprise, comme je le fais maintenant. Ma mère s'est levée soudainement, ramassant son sac. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à tout cela. J'ai acquiescé. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que lundi, j'annoncerai les changements à l'équipe de direction. Mon père s'est levé à son tour. Mais au lieu de suivre ma mère vers la porte, il s'est approché de moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me gifler. Au lieu de cela, il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. « Tu es plus comme moi que je ne l'ai jamais réalisé », a-t-il dit doucement. Et je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. Il a rejoint ma mère à la porte. Clara est restée un moment de plus, me regardant avec une expression indéchiffrable. « Tu vas détruire ce qu'ils ont construit », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. « Je vais le sauver de tes expérimentations. Et peut-être, avec le temps, tu comprendras pourquoi. » Lorsqu'ils sont partis, j'ai fermé la porte et me suis adossée contre elle, les jambes tremblantes. Je m'étais préparée à la colère, aux cris,
même aux menaces légales. Mais pas à cette étrange sensation de vide qui m'envahissait maintenant. J'avais gagné, d'une certaine façon. Alors pourquoi me sentais-je comme si j'avais perdu quelque chose d'irremplaçable? Je me suis servi un verre de vin, et je suis allée sur mon petit balcon, qui donnait sur la rue animée en contrebas. Paris continuait sa vie nocturne, indifférente aux petits drames qui venaient de se jouer dans mon appartement. Les cafés débordèrent de rire, les amoureux se promenaient main dans la main, les taxis klaxonnaient dans l'éternelle impatience parisienne. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. « Tout va bien, patronne ?» J'ai souri malgré moi. « Patronne. » C'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi. « Oui, » ai-je répondu. « Prépare-toi pour du changement lundi. » Sa réponse est venue instantanément. « Enfin !» Ce simple mot contenait tant de compréhension, tant de soutien silencieux, que j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Sophie savait. Elle avait toujours su. Peut-être que d'autres aussi. Les employés qui me voyaient arriver la première et partir la dernière, qui reconnaissaient de la valeur de mon travail même quand ma propre famille ne le faisait pas. J'ai pris une profonde inspiration de l'air nocturne de Paris, sentant un mélange de parfums, pain frais de la boulangerie du coin, cigarettes des terrasses, jasmin des balcons voisins. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix, pas du bonheur, pas tout à fait, mais une certaine résolution, un nouveau début. La transition ne fut pas violente, elle fut légale, propre et permanente. Les documents l'avaient clairement établi. Mes parents s'y opposèrent d'abord. Réunion, appel, intervention du conseil d'administration. Mais finalement, même eux durent admettre leur défaite. Les avocats qu'ils avaient engagés confirmèrent que tout était inattaquable. Le lundi suivant notre confrontation, j'ai convoqué une réunion générale à notre siège du boulevard Saint-Germain. Tous les responsables de boutique, les chefs pâtissiers, les administratifs, tous réunis dans notre salle de conférence dont les fenêtres donnaient sur la Seine. Mes parents étaient assis au dernier rang, les visages fermés. Clara avait choisi de ne pas venir. La maison Mercier entre dans une nouvelle phase, ai-je annoncé, me tenant droite dans mon tailleur bleu marine, celui que je réservais pour les grandes occasions. Après des années de croissance constante, il est temps de consolider notre succès et de préparer l'avenir avec prudence et innovation mesurée. J'ai expliqué les changements de structure, présentant le tout comme une évolution naturelle plutôt qu'un coup d'état familial. J'ai vu des hochements de tête approbateurs, quelques sourires discrets. Personne ne semblait surpris, ce qui m'a fait réaliser que peut-être je n'étais pas la seule à voir ce qui était évident depuis longtemps. Monsieur et Madame Mercier resteront des conseillers précieux, ai-je conclu en regardant mes parents. Leur vision a créé cette entreprise, et leur héritage sera toujours honoré. Mon père a légèrement incliné la tête, un geste minuscule, mais qui m'a donné plus d'espoir que je ne voulais l'admettre. Ma mère a gardé les yeux baissés sur son carnet. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remanié subtilement, mais significativement notre orientation. J'ai d'abord consolidé nos opérations, fermant la boutique la moins rentable près de l'opéra pour concentrer nos ressources. J'ai négocié de meilleurs contrats avec nos fournisseurs, établi un nouveau système de gestion des stocks et lancé un programme de formation pour standardiser la qualité entre toutes nos boutiques. J'ai aussi commencé à mettre en œuvre certaines des idées de Clara, pas toutes, mais celles qui avaient du sens commercial. Notre ligne de macarons aux saveurs japonaises, inspirée par son voyage à Tokyo. Les boîtes cadeaux personnalisables qu'elle avait esquissées un jour sur une serviette de café. Les ateliers de pâtisserie du week-end pour les enfants qu'elle avait suggérés l'année dernière. Je n'ai pas licencié Clara. Je n'en ai pas eu besoin. Je lui ai offert un nouveau rôle. Directrice créative d'une marque que nous allions acquérir. Une petite chocolaterie artisanale du Marais qui compléterait parfaitement notre offre. C'était un geste élégant. Elle l'a rejeté, bien sûr. A dit qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Je lui ai souhaité bonne chance. Elle a quitté Paris un mois plus tard, partie pour Barcelone, où une amie lui avait proposé de collaborer sur un concept de café-galerie. Elle a posté une photo d'elle devant la Sagrada Familia avec la légende « Nouveau chapitre ». Liberté créative. Je me suis surprise à lui souhaiter sincèrement de réussir. Mes parents ont pris du recul. Publiquement, ils ont appelé cela une retraite. En privé, ils ont cessé d'appeler. J'étais d'accord avec ça. J'avais arrêté d'attendre une résolution il y a longtemps.
Ce qui comptait maintenant, c'était reconstruire, pas à partir de zéro, mais à partir de la vérité. La vérité était que la maison Mercier avait besoin de stabilité autant que d'innovation, que notre réputation d'excellence ne pouvait pas être sacrifiée sur l'autel des tendances éphémères, que notre avenir dépendait de décisions mesurées, pas de coups de tête inspirés. 6 mois après ma prise de contrôle, j'ai invité mes parents à dîner au Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel. Je voulais un terrain neutre, un lieu assez public pour éviter les éclats, assez prestigieux pour signifier l'importance de l'occasion. Ils ont accepté, à ma grande surprise. Le dîner a commencé dans une atmosphère tendue, les banalités échangées comme des jetons sans valeur. Comment va la santé de tante Marguerite? Avez-vous vu que la boulangerie du Pont a fermé? Le printemps semble arriver tôt cette année. C'est mon père qui a finalement brisé la glace, après notre 2e verre de champagne. Les chiffres du dernier trimestre étaient impressionnants, a-t-il dit, regardant par la fenêtre vers Paris illuminée en contrebas. J'ai senti un léger sourire étirer mes lèvres. Tu les as vus? Je suis toujours actionnaire, Élodie. Bien sûr que je les ai vus. Ma mère a posé sa main sur la sienne. Nous suivons tout ce qui se passe. De loin, mais nous suivons. La ligne de pâtisserie sans gluten était une bonne idée, a ajouté mon père. Audacieuse. C'était l'idée de Clara, en fait, ai-je admis. De l'année dernière. J'ai juste ajouté la rigueur au processus de développement. Mes parents ont échangé un regard. Puis ma mère a sorti une enveloppe de son sac. Clara nous a demandé de te donner ceci. J'ai pris l'enveloppe avec hésitation. Elle va bien? Elle semble plus calme, a répondu ma mère. Plus centrée. Barcelone lui réussit. J'ai ouvert l'enveloppe plus tard, seule dans mon appartement. Une lettre manuscrite et quelques photos. La lettre était brève, dans le style direct de Clara. Élodie, je ne dirais pas que tu avais raison, pas entièrement. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Cette galerie café est la première chose que je construis vraiment par moi-même. De mes propres mains. C'est épuisant, c'est terrifiant, c'est exaltant. J'ai ajouté des photos de nos pâtisseries. Elles sont inspirées des tiennes, mais avec ma touche. Si jamais l'idée d'une franchise internationale te tente, eh bien, Barcelone n'est qu'à un vol de distance. Ne le prends pas comme des excuses. Considère-le comme une proposition d'affaires. Les photos montraient des éclairs aux couleurs vives, des tartelettes ornées de fruits exotiques, des macarons aux combinaisons audacieuses. Typiquement Clara. Éblouissant, créatif, peut-être un peu trop. Mais pour la première fois, je pouvais voir la discipline derrière l'éclat, l'attention aux détails qui n'avait jamais été sa force. J'ai rangé la lettre et les photos dans mon bureau, ni acceptant ni rejetant sa proposition. Le temps nous dirait si nos chemins professionnels devaient se recroiser. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger. L'automne suivant, nous avons ouvert notre 5e boutique à Paris, dans le quartier de la Madeleine. J'ai supervisé personnellement chaque détail de la rénovation, chaque élément de la décoration, chaque aspect de la formation du personnel. Le jour de l'ouverture, une file d'attente s'étendait jusqu'au coin de la rue. Sophie, que j'avais promue directrice des opérations, se tenait à mes côtés lorsque nous avons coupé le ruban. « Ils seraient fiers », a-t-elle murmuré. « Ils le sont peut-être », ai-je répondu, cherchant des yeux dans la foule. Et pendant un instant, j'ai cru apercevoir ma mère, élégante dans son manteau crème, observant de loin. Mais quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu, si elle avait jamais été là. Cette nuit-là, j'ai laissé Sophie fermer la boutique et je suis montée sur le toit terrasse que nous avions aménagé pour les clients. Seule face au panorama parisien, j'ai levé un verre à la ville qui m'avait vu grandir, échouer, me relever. Mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Ta grand-mère aurait été fière. Rien de plus, mais c'était suffisant. Grand-mère Mercier, celle qui avait créé la première recette de notre Madeleine signature. Celle qui m'avait appris que la patience était aussi importante que la passion en pâtisserie comme dans la vie. J'ai souri dans la nuit parisienne. La réconciliation viendrait peut-être un jour, ou peut-être pas. Les familles sont compliquées, surtout quand elles sont entrelacées avec des entreprises, des héritages, des attentes. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec mes choix. J'étais Élodie Mercier, et la maison Mercier portait mon empreinte dans chaque viennoiserie, chaque sourire client, chaque facture payée à temps. C'était mon héritage maintenant. Pas volé, mais gagné,
Des mois passèrent. L'entreprise prospérait. Nous nous sommes développés dans des marchés que Clara avait autrefois proposés mais jamais concrétisés. Je lui ai attribué le mérite des idées dans le rapport annuel. Pas pour eux, mais pour moi. Pour me rappeler que je pouvais honorer le passé sans être prise en otage par lui. Le premier anniversaire de ma prise de direction est arrivé avec le printemps parisien, les marronniers en fleurs égayant les avenues que j'empruntais chaque matin pour me rendre au bureau. J'avais déménagé dans un appartement plus spacieux à Montmartre, avec une petite terrasse qui offrait une vue sur les toits de Paris. C'était un luxe que je m'étais permis après une année de profit record. J'écris parfois des lettres que je n'envoie pas. L'une d'elles commence par « Je ne l'ai pas fait pour vous blesser. Je l'ai fait parce que je me suis finalement souvenu de qui j'étais avant que vous ne décidiez qui je devais être. » Elle se termine par « Merci de m'avoir appris que la loyauté sans reconnaissance n'est qu'auto-effacement. » Ces lettres jamais envoyées s'empilent dans un tiroir de mon bureau, témoin silencieux d'une conversation continue que j'entretiens avec mon passé. Peut-être qu'un jour je les brûlerai dans une cérémonie privée de libération, ou peut-être les garderai-je comme rappel de la distance parcourue. Je vois encore le nom de Clara dans les actualités. Nouvelles entreprises, panels, podcasts. Son café-galerie à Barcelone a fait l'objet d'un article dans Elle. L'héritière rebelle de la pâtisserie française réinvente l'art de vivre en Catalogne, titrait le magazine. J'ai souri en lisant l'article. Clara avait toujours su se présenter sous son meilleur jour. Cette fois, cependant, les photos montraient quelque chose de nouveau. Une détermination dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait mûri à sa façon. Nous avons échangé quelques emails professionnels, puis des textos occasionnels. Des félicitations pour ses succès, des commentaires sur ses nouvelles créations. Elle m'envoyait parfois des photos de pâtisseries barcelonaises qui pourraient m'intéresser. Je lui faisais parvenir des échantillons de nos nouvelles collections. Nous avions trouvé un équilibre fragile, une relation professionnelle teintée d'un passé familial complexe. Je ne demande plus de place à la table. Je possède la table maintenant, et je l'ai construite avec des mains que personne ne négligera plus. Mon téléphone sonne, alors que je suis en train de finaliser le budget marketing pour le trimestre. Le nom de ma mère s'affiche sur l'écran, une rareté qui me fait hésiter avant de répondre. « Allô ?» Ma voix est plus tendue que je ne le voudrais. « Élodie. » La voix de ma mère semble différente, plus douce, plus âgée peut-être. « Ton père est à l'hôpital. » Mon cœur se serre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit accident vasculaire cérébral. Les médecins disent qu'il s'en remettra complètement, mais elle laisse sa phrase en suspens. « J'arrive, dis-je simplement, déjà en train de rassembler mes affaires. L'hôpital Saint-Louis est un dédale de couloirs que je navigue avec une détermination automatique. Ma mère m'attend dans une salle d'attente aseptisée, son élégance habituelle quelque peu froissée par les heures d'inquiétude. « Il dort », dit-elle en guise de salutation. Je hoche la tête, m'asseyant à côté d'elle. Nous gardons une distance mesurée, comme des danseuses qui ont oublié les pas d'une chorégraphie autrefois familière. « Clara sait ?» je demande. Elle prend le premier vol demain matin. Nous restons silencieuses un moment, le bruit des chariots dans le couloir et des annonces discrètes au haut-parleur remplissant le vide entre nous. Le médecin dit que c'est le stress, ajoute ma mère finalement. Il travaille trop. Je fronce les sourcils. Il est censé être à la retraite. Un petit rire amer lui échappe. Tu connais ton père. Il a lancé une petite affaire de conseil pour des pâtisseries en démarrage. Il dit que c'est juste pour s'occuper, mais il y passe toutes ses journées. Cette révélation me surprend. Mon père, conseillant de jeunes entrepreneurs, lui qui avait toujours été si protecteur de ses secrets de fabrication, si méfiant envers la concurrence. Je ne savais pas. Je murmure. Il ne voulait pas que tu penses qu'il marchait sur tes plates-bandes. Elle hésite. Ou que nous avions besoin d'argent. En avez-vous besoin ? La question sort avant que je puisse la retenir. Ma mère redresse les épaules, retrouvant momentanément sa posture de matriarche Mercier. Nous nous débrouillons très bien, merci. Le médecin nous interrompt, annonçant que nous pouvons voir mon père. Dans la chambre d'hôpital, il paraît diminué, sa silhouette autrefois imposante perdue dans les draps blancs. Mais ses yeux s'éclairent quand il me voit, une lueur de fierté que je n'avais pas vue depuis l'enfance. « Ma petite patronne », dit-il avec un sourire faible. Je m'approche du lit, hésitant avant de prendre sa main. « Tu dois arrêter de travailler si dur. Tu n'as plus rien à prouver. »
Il serre mes doigts. Je voulais juste être utile. Cette phrase simple contient tant de vulnérabilité que je sens ma gorge se nouer. Mon père, l'homme qui m'avait appris la fermeté en affaires, la précision en pâtisserie, l'importance de l'image publique, admettant qu'il voulait simplement se sentir utile. « J'ai peut-être une proposition pour toi », je dis lentement, une idée prenant forme. La Maison Mercier envisage de lancer un programme de mentorat pour jeunes pâtissiers. Nous cherchons quelqu'un avec de l'expérience pour le diriger. Son regard s'anime, comprenant immédiatement. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Ce n'est pas de la charité. » Je précise. C'est une décision d'affaires. Ta réputation nous ouvrirait des portes, et ton expérience serait inestimable. Le conseil d'administration l'approuverait sans hésitation. Ma mère observe notre échange avec des yeux brillants de larmes contenues. Pour la première fois depuis longtemps, je vois en elle non pas la femme qui a favorisé ma sœur, mais celle qui m'a appris à faire ma première tarte aux pommes, qui vérifiait mes devoirs tard le soir, qui gardait un visage impassible face aux clients difficiles. 3 jours plus tard, mon père sort de l'hôpital. Une semaine après, Clara arrive de Barcelone, apportant avec elle des pâtisseries catalanes et une nervosité que je ne lui avais jamais connue. Nous nous retrouvons tous dans l'appartement de mes parents. Un dîner familial comme nous n'en avions pas eu depuis plus d'1 an. La conversation est d'abord prudente, puis devient progressivement plus détendue grâce au vin et à la nécessité partagée de voir mon père sourire. Clara parle de Barcelone, j'évoque les nouveaux projets de la Maison Mercier. Nous naviguons soigneusement autour des sujets sensibles, comme des patineurs évitant les fissures dans la glace. C'est après le dessert, une tarte au citron que j'ai préparée moi-même, recette de grand-mère, que Clara sort une grande enveloppe de son sac. « J'ai quelque chose à vous montrer à tous », dit-elle, soudain sérieuse. Elle en extrait des plans architecturaux, des projections financières, des esquisses de design intérieur. C'est mon projet pour un espace à Madrid, un concept hybride entre boutique et école de pâtisserie. Nous examinons les documents, échangeant des regards. « C'est ambitieux », commente mon père. « Et bien pensé », j'ajoute, surprise par la rigueur des projections financières. Ce n'était pas le style habituel de Clara. Elle prend une profonde inspiration. J'aimerais que ce soit une franchise de la Maison Mercier. Le silence qui suit est chargé de tout notre passé, de nos rivalités, de nos différends. Pourquoi ? Je demande finalement. Clara me regarde droit dans les yeux. Parce que la Maison Mercier représente l'excellence. Parce que je suis fière de notre nom. Et parce que... Elle hésite. Parce que j'ai compris que nous sommes plus fortes ensemble. Toi avec ta rigueur, moi avec ma créativité. Je sens un sourire inattendu se former sur mes lèvres. Tu as préparé ce discours. Pendant tout le vol, admet-elle avec un petit rire. Je regarde mes parents qui observent cet échange avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Puis, je reviens à Clara. Envoie-moi une proposition formelle. Avec tous les détails et projections sur 5 ans. Le conseil d'administration se réunit le mois prochain. Elle hoche la tête, comprenant que ce n'est ni un oui ni un non, mais une invitation à montrer qu'elle a vraiment changé. Plus tard dans la soirée, alors que mes parents se sont retirés et que Clara range les documents, nous nous retrouvons seuls dans la cuisine, comme lorsque nous étions enfants, et que nous volions des chutes de pâte à tarte. « Je suis désolée », dit-elle soudainement, « de ne pas avoir vu tout ce que tu faisais, tout ce que tu sacrifiais. » Je rince une assiette, prenant mon temps avant de répondre. Je suis désolée aussi d'avoir été si rigide, si incapable de communiquer autrement que par des contrats et des clauses juridiques. Nous nous regardons, 2 femmes adultes qui ont suivi des chemins très différents pour finalement se retrouver dans cette cuisine familiale. « Nous ne serons jamais des sœurs ordinaires, n'est-ce pas ?» demande-t-elle avec un petit sourire. « Les Mercier ne font rien d'ordinaire. » Je réponds, lui tendant un torchon pour essuyer la dernière assiette. C'est notre plus grande force et notre plus grand défi. En quittant l'appartement de mes parents cette nuit-là, je réalise que l'héritage que j'ai repris n'est pas seulement celui d'une entreprise, mais aussi celui d'une famille. Complexe, imparfait, parfois douloureux, mais aussi profondément enraciné dans chacun de nous. Je ne sais pas encore si j'approuverai le projet de Clara. Je ne sais pas si mon père acceptera le rôle que je lui ai proposé. Je ne sais pas si ma mère pourra un jour regarder ces 2 filles sans comparer l'une à l'autre. Mais pour la première fois, je sens que nous avançons tous, non pas en effaçant le passé,
mais en le reconnaissant, en l'intégrant dans un nouvel avenir que nous pourrions, peut-être, construire ensemble.